Je conduisais, imaginant mon dîner d'anniversaire ce soir avec pour seul invité mon mari, dans la chaleur de notre cuisine confortable, quand le téléphone a sonné. Mon mari a envoyé un message, retenu au travail. Joyeux 34e anniversaire. Je n'ai pas réfléchi une seule seconde. J'ai immédiatement tourné en direction de notre restaurant habituel et je me suis offert un dîner luxueux. Quand le serveur m'a apporté l'addition avec un air hésitant, il a murmuré « Votre mari est dans les salons privés. Il vient de faire sa demande en mariage à une très belle femme. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis approché, j'ai regardé par l'interstice de la porte. J'ai vu mon mari embrasser une femme. Quand elle a tourné la tête, ma poitrine s'est immédiatement serrée en réalisant qui elle était. J'étais sur le point d'enfoncer la porte d'un coup de pied, mais la raison m'a retenu. J'ai pris une photo et je suis parti tranquillement avec un plan pour leur faire regretter. Mais avant que je ne fasse quoi que ce soit, son mari m'a révélé son plan, qui les a fait tomber en moins de 7 jours. Je m'appelle Harper. Je suis ophtalmologiste dans un hôpital de San José, et ce jour-là, c'était mon 34e anniversaire. Mon service à l'hôpital s'est terminé plus tôt que d'habitude, et j'avais prévu de me rendre au supermarché pour acheter des ingrédients frais afin de cuisiner du crabe royal grillé au beurre et à l'ail, un plat que mon mari adore. Alors que ma voiture s'apprêtait à tourner vers l'entrée du supermarché, mon téléphone a vibré. Mon mari a envoyé un message, travail prolongé. Joyeux 34e anniversaire. Je l'ai lu mais je n'ai pas répondu. Il a envoyé un autre message expliquant qu'il faisait des heures supplémentaires pour gérer des papiers pour quelques clients âgés qui utilisaient leur fonds de retraite pour investir. Une histoire que j'avais entendue des centaines de fois. J'ai posé le téléphone sur le siège passager et j'ai soupiré. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil au sac de courses vide sur la banquette arrière et je me suis dit, s'il ne mange pas avec moi, je ne cuisinerai pas. Je ne voulais pas rester dans une cuisine froide, à préparer un repas que je devrais m'asseoir et manger seul, en écoutant le tic-tac de l'horloge et en attendant le bruit d'une voiture qui s'arrête. Non, pas aujourd'hui. J'ai mis mon clignotant et j'ai tourné dans l'allée menant à mon restaurant préféré. Un petit endroit avec des lumières jaunes et chaudes, des rideaux couleur vin, et un steak que j'adorais absolument. Même si personne ne fêtait mon anniversaire, je m'offrirais quand même un vrai repas. Considérant cela comme un cadeau que je me faisais à moi-même, quand je suis entré, on m'a conduite à une table près de la fenêtre. Tout semblait familier et rassurant. Le cliquetis des couverts contre les assiettes, le murmure feutré des conversations de chaque groupe de convives, l'odeur du beurre, l'odeur de la viande grillée. Tout cela a adouci quelque chose en moi. J'ai commandé mon plat, j'ai ouvert la carte des vins et j'ai choisi un vin rouge léger. Quand le verre a été posé devant moi, la lumière se reflétant dans le liquide sombre m'a fait réfléchir involontairement. 34 ans. Comment suis-je arrivé là? J'ai pris une gorgée, essayant de garder mes émotions stables. Je ne voulais pas que mon anniversaire se transforme en une soirée triste juste à cause d'un message aussi froid que la glace. Mais la vie nous permet rarement d'être en paix bien longtemps. Quand l'addition a été apportée, le serveur, un jeune homme mince, s'est approché de ma table. Mais au lieu de poser l'addition et d'offrir un sourire poli comme d'habitude, il s'est légèrement penché, sa voix si basse que j'ai dû pencher l'oreille vers lui. Votre mari est dans le salon privé numéro 4. Il vient de faire sa demande en mariage à une très belle femme. J'ai cligné des yeux. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai demandé à nouveau, ma voix tremblante, qu'avez-vous dit? Mais il a simplement répété exactement la même phrase, puis s'est redressé, le visage devenant pâle comme s'il venait de dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il a posé l'addition sur la table et s'est éloigné rapidement, me laissant assise là comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause. Pendant plusieurs secondes, mon esprit était complètement vide. Pas une seule pensée, pas une seule émotion claire, seulement les battements de mon cœur à l'intérieur de ma poitrine. Une demande en mariage ici. J'ai agrippé le bord de la table, je me suis levé lentement et j'ai marché tout droit vers le couloir où les salons privés s'alignaient des deux côtés. Sans savoir que le moment que j'allais voir allait changer toute ma vie, j'ai avancé pas à pas, mon esprit enveloppé dans un épais brouillard. Chaque battement de cœur ressemblait à un coup lourd contre ma poitrine, me poussant en avant tout en me retenant simultanément avec une peur vague et paralysante. Et si tout était réel? Les salons privés du restaurant se trouvaient au bout du couloir. Des lumières jaunes douces éclairaient les tableaux encadrés le long des murs, beaux mais froids. Plus je m'approchais, plus le plancher en bois sous mes pieds semblait se ramollir, comme si je marchais sur l'eau. Le salon numéro 4 était sur la gauche,
une porte en bois sombre avec un petit panneau de verre juste assez grand pour voir à l'intérieur si l'on se tenait très près. Je me suis arrêté devant. J'ai posé une main sur ma poitrine, essayant de prendre une profonde inspiration, mais l'air n'a atteint que ma gorge avant de rester coincé là. J'ai penché mon visage vers la vitre. Et en cette fraction de seconde, tout l'univers que je connaissais s'est effondré. Grayson se tenait très près d'une femme, son corps pressé contre le sien d'une manière familière, le genre d'intimité que seules les personnes amoureuses, ou qui se sont profondément aimées, peuvent avoir. Il s'est penché et a déposé un lent baiser sur ses lèvres. Pas un baiser volé, pas un baiser provoqué par l'alcool, mais le baiser d'un homme heureux, sans fardeau, sans aucune trace de culpabilité dans son cœur. Mon corps est devenu engourdi de la tête aux pieds. Je n'osais pas cligner des yeux. Puis, comme si quelque chose attirait mon regard vers la droite, la femme a doucement tourné la tête. Une mèche douce de cheveux bruns a glissé sur son épaule, révélant un visage si familier que j'ai failli rire de la cruauté du destin. Tiffany, la femme de mon cousin, la femme qui vivait avec un mari que tout le monde dans la famille croyait paralysé après un accident vasculaire cérébral 8 mois plus tôt. La femme qui était restée assise pendant des heures à côté de son lit d'hôpital, lui essuyant le visage, lui donnant la bouillie à la cuillère, invitant les proches à lui rendre visite, souriant comme si la vie lui avait appris à se sacrifier sans condition. Je suis resté figé, sentant comme si quelqu'un avait balancé un marteau en fer directement dans ma poitrine. Eux deux, mon mari et la femme de mon cousin, étaient ici dans le salon privé numéro 4, créant tranquillement un monde dans lequel ni mon cousin ni moi n'avions jamais été invités. À ce moment-là, mon esprit a désespérément essayé de trouver une autre façon de comprendre ce qui se passait. Peut-être que ce n'était qu'une erreur momentanée. Peut-être que j'avais mal vu. L'angle de vue était trop étroit. Les reflets de la lumière déformaient tout. Ou peut-être que c'était quelque chose que je ne comprenais pas encore entièrement. Une partie de moi, la partie la plus douce, la plus faible, s'accrochait à toutes les excuses possibles pour atténuer la douleur qui venait de s'abattre sur moi. Mais ensuite, j'ai vu la chose qui a complètement détruit mes dernières tentatives d'auto-illusion. Un écrin ouvert sur la table. La lumière du lustre suspendu au-dessus brillait, se reflétant sur le diamant à l'intérieur. Clair, brillant, indéniable. Et la raison m'a dit froidement, cruellement, une erreur passagère n'est pas accompagnée d'une bague de fiançailles. J'ai levé mon téléphone, ma main tremblant si fort que l'écran est devenu flou un instant. J'ai dû le serrer plus fort pour prendre la photo. Juste une. J'ai approché le téléphone du panneau de verre et j'ai appuyé sur le déclencheur. Le déclic était très léger, mais je l'ai entendu si clairement que j'ai eu l'impression qu'il résonnait dans tout le couloir. J'ai retiré ma main rapidement. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait demi-tour, j'ai redressé le dos et j'ai quitté le restaurant avec des pas si légers qu'ils étaient presque irréels. Comme si un pas plus lourd ferait voler en éclats toutes les émotions en moi avant que je ne puisse m'échapper de cet endroit. Et quand la porte du restaurant s'est refermée derrière moi, j'ai su que ma vie ne redeviendrait jamais ce qu'elle était. Je suis sorti sur le parking, ayant l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol. Les lumières de la rue se reflétaient sur la carrosserie de la voiture, leur lueur floue à travers mes yeux piquants. J'ai ouvert la portière, je me suis assise au volant, mais il m'a fallu près d'une minute entière pour me souvenir que je devais démarrer le moteur et partir. Ma main sur le volant était si froide que j'avais l'impression de serrer un bloc de métal au cœur de l'hiver. Je me suis engagé sur la route principale et en quelques centaines de mètres seulement, les battements de mon cœur résonnaient encore comme des coups de marteau, réguliers, lourds, me faisant serrer les dents juste pour rester calme. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblant si fort que déverrouiller l'écran est devenu une tâche difficile. Je voulais appeler mon cousin Matthew. Je voulais tout lui dire, que sa femme, la femme que toute la famille considérait comme un symbole de sacrifice, venait de s'asseoir dans le salon privé numéro 4 avec mon mari, l'embrassant comme deux personnes commençant une nouvelle vie. Je voulais tout dire. Je voulais crier. Je voulais lui montrer la photo et demander, est-ce que tu mérites ça? Mais quand j'ai fait défiler jusqu'à la lettre M dans mes contacts, mon doigt s'est figé. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai posé le téléphone sur le siège comme s'il était trop chaud pour le tenir ne serait-ce qu'une seconde de plus. J'ai continué à conduire et même pas 3 minutes plus tard, je l'ai repris, j'ai tapé son nom, puis j'ai hésité, puis je l'ai reposé. J'ai répété ce cycle stupide plus de fois que je ne pouvais compter sur tout le trajet du restaurant à la maison, comme quelqu'un qui essaie de s'accrocher à quelque chose d'invisible, craignant d'être celui qui le briserait. Parce qu'à ce moment-là,
des images de Tiffany des 8 derniers mois sont revenues en masse. Elle se tenant derrière le fauteuil roulant de Matthew lors de la réunion de famille d'hiver, sa petite silhouette se penchant patiemment pour le pousser pas à pas. Chaque fois que quelqu'un demandait si Matthew allait mieux, Tiffany répondait pour lui, sa voix tendue comme si elle était épuisée d'essayer si fort d'être une épouse dévouée. Elle essuyait la sueur de son front, ajustait la couverture sur son épaule, le serrait par derrière quand le fauteuil roulant se coinçait sur une marche. Chaque geste était si doux que tout le monde dans la famille l'adorait. Certains même plus que Matthew. Je me souviens d'une fois où ma tante a dit, « Tiffany est vraiment une bénédiction. Tout le monde n'a pas la patience de s'occuper d'un mari gravement malade comme ça. » Toute la famille a hoché la tête. Moi aussi. Et c'est pourquoi, quand j'ai essayé d'imaginer Tiffany, la femme que tout le monde respectait pour son abnégation, embrassant mon mari dans un restaurant chic, j'ai eu l'impression que ma tête se tordait en nœuds. Pourquoi? Parce que j'avais peur que si je parlais trop tôt, je pourrais ruiner quelque chose de bien plus grand. J'avais peur d'avoir mal compris. Peur d'avoir mal vu. Peur que si je le disais à mon cousin maintenant, je détruirais sa famille pour quelque chose dont je n'étais pas sûr à 100%. Mais plus profond que toutes ces peurs, il y avait la peur d'être la femme qui réagit de manière excessive. La femme qui expose les autres à la hâte sans preuve suffisante. La femme gouvernée par l'émotion, condamnée à vivre toute une vie de regrets. Je ne voulais pas être cette femme. Et pendant les 3 kilomètres suivants, j'ai continué à répéter la même pensée en désespoir de cause. Si je parle maintenant, est-ce que je détruirais quelque chose que je ne comprends pas encore entièrement? Je suis arrivé à la maison sans me souvenir des routes que j'avais prises. La maison était silencieuse, sombre, avec seulement le bourdonnement du climatiseur pour briser le silence. Je suis resté dans le salon, les clés toujours à la main, le cœur battant toujours comme des pas frénétiques résonnant dans un couloir vide. J'ai regardé la photo de mariage sur le mur. Je souriais naturellement sur cette photo, et Grayson avait sa main sur ma taille, ses yeux semblant ne pas pouvoir se détacher de moi. Chaque belle image, chaque promesse, chaque fois que je lui avais fait confiance s'est soudainement brisée en éclats de verre tranchant. J'ai posé mon sac, je suis entré dans la chambre et j'ai allumé les lumières brutalement, comme si je pouvais chasser l'obscurité de mon esprit. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté allongé, les yeux ouverts, sans dormir, sans cligner des yeux, jusqu'à ce que la lumière du matin filtre à travers les rideaux, et je fixais toujours le plafond. Le lendemain matin, je ne pouvais plus me permettre de me laisser emporter par l'émotion. J'avais besoin de quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'était pas touché par ces relations enchevêtrées, quelqu'un qui se concentrerait uniquement sur la vérité et mon état mental sans jugement. Alors, j'ai envoyé un message pour prendre rendez-vous avec Samantha, la thérapeute que j'avais vue 2 fois il y a quelques années. Samantha avait la soixantaine, sa voix douce mais tranchante comme une lame fine. Le genre de personne qui pouvait vous regarder pendant 5 secondes et savoir exactement ce que vous cachiez. Je suis arrivé à son bureau tôt le matin. Son bureau était au 3e étage d'un vieil immeuble, parfumé légèrement à l'huile de lavande, les murs couverts de peintures de paysage, et l'éclairage tamisé juste assez pour créer un sentiment de sécurité. Elle était assise en face de moi, tenant un carnet en cuir marron, ses yeux stables et patients, comme si elle savait déjà que j'apportais une histoire qui ne serait pas facile à raconter. Dès que je me suis assise, Samantha n'a posé qu'une seule question. « Par où voulez-vous commencer ?» C'est tout. Pas de pression, pas de précipitation, mais cette question a semblé déverrouiller quelque chose dans ma poitrine. Je lui ai tout raconté, de la fin précoce de mon service à cause d'un patient annulé au projet de faire du crabe au beurre et à l'ail pour mon anniversaire, le message travail prolongé, ma décision de m'offrir un restaurant, et enfin le moment où j'ai regardé par la petite fenêtre en verre du salon privé numéro 4. Je lui ai parlé de la photo que j'ai prise, du moment où je suis resté figé, et du sentiment que mon monde entier était entraîné dans un gouffre auquel je n'étais pas préparé. Samantha n'a pas interrompu. Elle hochait la tête à chaque section, prenant occasionnellement des notes très courtes, si brèves que je me demandais si elle écrivait assez. Mais je savais qu'elle notait exactement ce qui comptait. Le tremblement dans ma voix, la peur quand j'ai mentionné mon cousin, la guerre intérieure quand j'ai parlé de Tiffany. Quand j'ai terminé, Samantha a posé son stylo, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Vous parlez beaucoup de Tiffany, mais laissez-moi vous demander, à quel point connaissez-vous la personnalité de votre cousin ?» Cette question m'a fait marquer une pause. Puis j'ai hoché la tête. Je le connais bien. Il a toujours été droit, direct, et une fois qu'il décide quelque chose, personne ne peut le faire changer d'avis.
Samantha, alors, que se passerait-il s'il découvrait que sa femme le trompait? Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Il ne lui pardonnerait pas. Samantha a penché la tête. Et que se passerait-il s'il découvrait que vous le saviez mais ne lui aviez rien dit? Cette question a percé la dernière couche de mes défenses. J'ai dégluti. Il ne me pardonnerait pas non plus. Samantha n'a pas réagi vivement. Elle s'est simplement penchée en arrière, laissant passer quelques secondes comme si elle me donnait de l'espace pour faire face à ma propre réponse. Puis elle a dit doucement mais sèchement, « Vous n'êtes pas venu ici pour me demander quoi faire. Vous êtes venu ici pour confirmer ce que vous savez déjà. » Je l'ai regardé, figé. Samantha a continué, « Vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous attendez juste que quelqu'un vous donne la permission, mais la vérité n'a pas besoin de permission. » Et cette phrase, comme une dernière aiguille, a dissipé le brouillard dans ma tête. Je savais ce que je devais faire, non pas parce que Samantha l'avait dit, mais parce que je le savais depuis le moment où j'avais vu la bague de fiançailles sur la table hier. Et quand je suis sorti de son bureau, la peur en moi n'avait plus de bord tranchant. Elle s'était déposée comme de l'eau calme après une tempête. Cet après-midi-là, j'ai conduit directement chez Matthew. Je n'ai pas prévenu par message. Je n'ai pas appelé. Je ne voulais pas répéter des mots ou préparer une phrase d'introduction. Je savais seulement que je devais le voir maintenant avant de me dissuader à nouveau. Le ciel de San José en fin d'après-midi était teinté d'une couleur dorée pâle. La lumière du soleil s'inclinait, jetant un faux sentiment de calme sur ce que mes yeux allaient voir. La maison de Matthew se trouvait au bout d'une rue tranquille avec de petits arbres bordant les deux côtés, les feuilles bruissant dans le vent comme si elles murmuraient quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait entendre. Je me suis garé devant le portail, mes mains transpiraient tellement que j'ai dû les essuyer 2 fois sur mon jean avant de sonner, mais personne n'a répondu. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. La voiture de Tiffany n'était pas dans l'allée. J'ai deviné qu'elle était partie pour ses soins de beauté habituels du week-end. Je suis entré dans le jardin où la lumière du soleil inondait le petit jardin rempli de romarin, la plante préférée de Matthew. Il était assis là, dans un fauteuil roulant noir, face à la clôture en bois. La lumière du soleil mettait en évidence des mèches grises à ses tempes, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, pas du tout comme quelqu'un de gravement malade, comme la famille l'avait cru pendant 8 mois. En m'approchant, les roues du fauteuil roulant ont capté la lumière, et sa respiration était régulière. Trop régulière pour quelqu'un avec un déclin cognitif sévère comme Tiffany l'avait décrit à tout le monde. Je suis resté face à lui pendant quelques secondes pour me ressaisir. Puis j'ai commencé. J'ai tout raconté, du message d'anniversaire à la décision de m'arrêter au restaurant, au moment où le serveur a murmuré des mots qui ont changé ma vie, à l'image de Grayson embrassant Tiffany, sa femme, dans le salon privé numéro 4. Je l'ai raconté lentement, clairement, chaque mot comme une petite lame coupant ma peau. Matthew n'a pas interrompu, n'a pas questionné, n'a pas détourné le regard. Il est juste resté assis là, les mains posées soigneusement sur ses genoux, ses yeux ne vacillant pas une seule seconde. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il ne s'est pas mis en colère, n'a pas rougi, n'a pas tremblé, n'a montré aucune des émotions qui accompagnent un coup soudain. Juste le silence. Un silence si profond que les oiseaux sur le toit étaient plus bruyants que sa respiration. J'ai fini de parler. Je suis resté debout et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais. Une question, une réaction, n'importe quoi. Mais ce que j'ai reçu était quelque chose que je n'avais pas prévu. Matthew a pressé légèrement ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Un petit mouvement, lent mais sûr. Puis il s'est levé lentement, sans trembler, sans vaciller, sans aucun soutien nécessaire. Il s'est tenu droit, s'est tourné vers moi comme n'importe quel homme en bonne santé un jour normal. J'étais sans voix. Ma gorge s'est asséchée comme si j'avais avalé de la poussière. Je me suis entendu murmurer, « Tu peux te tenir debout ». Matthew n'a pas répondu à cette question. Il m'a juste regardé, non pas avec faiblesse, non pas avec fatigue, non pas avec le moindre signe de déclin cognitif, mais avec des yeux si vifs et lucides qu'ils m'ont donné des frissons dans le dos. Puis il a parlé, sa voix pleine, claire, sans le moindre soupçon de bégaiement ou de retard. Je sais déjà tout. Une seule phrase, suffisante pour que je réalise la vérité que je n'avais même jamais envisagée. Pendant les 8 derniers mois, une seule personne dans cette famille avait vraiment été trompée, et cette personne, c'était moi. Je suis resté figé devant cette déclaration tandis que Matthew restait droit, calme,
comme s'il ne s'était jamais assis une seule fois dans ce fauteuil roulant. La lumière de l'après-midi frappait son visage, ne faisant que rendre plus évidente la vivacité et la clarté que nous tous, parents, amis, même les médecins, avions cru disparu depuis longtemps. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Mathieu a doucement levé la main, me faisant signe de me retenir. Il a expiré comme quelqu'un sur le point d'ouvrir une porte qui avait été verrouillée trop longtemps. L'accident vasculaire cérébral que j'ai eu était léger. Sa voix ne tremblait pas, ne sonnait pas amère, elle portait seulement une profonde lassitude. Et la paralysie était fausse. Mon corps entier a frémi. J'ai regardé le fauteuil roulant derrière lui comme si c'était la preuve physique d'une performance dont je n'avais pas réalisé que je faisais partie. J'ai dû m'agripper au banc du jardin pour me stabiliser car mon esprit ne pouvait pas suivre ce qu'il disait. Mathieu m'a regardé avec un mélange d'amertume et d'autodérision. « As-tu oublié ? Avant que mon père ne me force à rejoindre l'entreprise familiale, j'ai étudié le théâtre. » C'était vrai. Il avait étudié dans une école de théâtre renommée pendant quelques années. Il en parlait comme d'un souvenir amusant, sans jamais imaginer qu'il utiliserait un jour ses compétences dans une tragédie de sa propre vie. Je l'ai regardé, stupéfaite. Mathieu a continué. J'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Tiffany environ un mois avant mon accident vasculaire cérébral. Sa voix était stable, mais ses yeux s'assombrirent. Elle a commencé à sortir plus, à chuchoter au téléphone, à changer le mot de passe de son téléphone, et surtout, la façon dont elle me regardait. Ce n'était plus le regard d'une épouse. Quand j'ai été hospitalisé pour cet accident vasculaire cérébral léger, a-t-il dit, j'ai réalisé que c'était ma chance. Une chance de découvrir qui elle était vraiment. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tiffany, la femme qui jouait le rôle de l'épouse parfaite devant toute notre famille, avait été surpassée par son propre mari, et ce, de manière plus habile qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. J'ai tout simulé. La perte de la parole. La perte de la fonction motrice. Mathieu a haussé les épaules. Tiffany y a cru immédiatement parce qu'elle voulait y croire. J'ai dû m'asseoir sur le banc de pierre. Ma tête s'est inclinée comme si je venais d'entendre une histoire qui n'appartenait pas au monde réel. Mathieu s'est approché et a continué. Quand elle a cru que j'avais un déclin cognitif, elle a baissé la garde. Puis il a expliqué d'une voix si calme qu'elle m'a glacé que, au cours des 8 derniers mois, il avait secrètement engagé un détective privé et un avocat spécialisé en divorce. Le détective lui avait fourni des photos de Tiffany et Grayson entrant dans un hôtel à 21h47. Une vidéo d'eux s'enlaçant dans un café vide. Des reçus de dîner dans des salons privés. Des photos d'eux se tenant la main quand ils pensaient que personne ne regardait. Des enregistrements audio de rendez-vous où Tiffany avait menti en disant qu'elle allait s'occuper de son mari. Chaque preuve était une lame tranchante, non pas coupant Mathieu, mais coupant la confiance que nous avions tous gardée pendant cette période. Mes mains tremblaient en écoutant, non pas à cause de la trahison, mais parce que mon cousin avait fait semblant d'être faible pendant 8 mois consécutifs, juste pour voir clairement le vrai visage de la femme qui se couchait à côté de lui chaque nuit. Mathieu a regardé vers le buisson de romarin qu'il avait planté lui-même. Je sais que c'est plus qu'une liaison. Puis il s'est tourné vers moi, ses yeux vifs comme une lame. Elle veut l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai compris que Tiffany ne trahissait pas seulement son mariage. Elle trahissait tout l'héritage familial. Je lui ai demandé, alors, quel est ton plan maintenant ? Mathieu a pris une profonde inspiration, comme un homme qui avait tout planifié depuis longtemps. Tout révélé. Lors de la célébration de notre 12e anniversaire. Aucune hésitation, aucune lueur de doute. Il a prononcé ces mots comme s'ils avaient été gravés dans la pierre il y a longtemps. Je veux qu'elle s'effondre exactement là où elle a construit son image parfaite. J'ai regardé mon cousin, l'homme que nous avions tous plaint pendant les 8 derniers mois, se tenant droit sous la lumière dorée du soleil. Non plus un homme malade, mais un mari pleinement éveillé et prêt à réclamer justice dans sa propre vie. Mathieu est retourné à la table en bois et a ouvert un épais carnet qui s'y trouvait. Il a feuilleté quelques pages, s'arrêtant à une section marquée d'un onglet rouge. Quand il a repris la parole, sa voix n'était plus aussi calme qu'avant. Elle était plus profonde, plus lourde, chargée d'une douleur qui avait été enfouie bien trop longtemps. Tiffany n'a pas seulement trahi le mariage. J'ai retenu mon souffle. Mathieu m'a regardé droit dans les yeux, articulant clairement chaque mot. Elle a soudoyé un médecin. Je me suis figé. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine.
Quel médecin, ai-je demandé, horrifié. Le neurologue qui a signé le diagnostic, disant que j'avais un déclin cognitif sévère. J'étais si secoué que j'ai dû m'agripper au bord de la table en bois pour rester debout. Cette déclaration a eu l'effet d'un coup de marteau sur ma tête. Matthew m'a regardé, puis a poursuivi, sa voix inébranlable. Tiffany prévoyait de présenter ce rapport lors de notre prochaine célébration de 12e anniversaire. Mes yeux se sont écarquillés, mon corps entier s'est engourdi. Il a continué. Elle voulait se tenir devant notre famille et nos partenaires commerciaux et déclarer que je n'étais plus apte à diriger l'entreprise. Un coup public. Instantanément, j'ai imaginé la fête d'anniversaire. Tiffany montant sur scène, tenant un micro, feignant l'émotion. Nous tous l'écoutant, sympathisant, croyant que Matthew perdait lentement la tête. Et juste après, Tiffany prendrait le contrôle de l'entreprise, de manière légitime, légale, et avec le soutien de tous. Un plan parfait. Si Matthew ne l'avait pas découvert à temps. Il a tourné vers un autre dossier et en a sorti une petite clé USB noire. Le détective a placé un dispositif d'enregistrement sous la chaise du neurologue. Sa voix était stable et tranchante. L'homme a pris l'argent, a pris les instructions, a pris des promesses d'investissement. Ma gorge s'est asséchée, et quand j'ai finalement parlé, ma voix est sortie. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps suis-tu cela? Matthew a serré la clé USB dans sa main, pas fortement, mais assez pour montrer la rage qui couvait en dessous. Des mois, a-t-il dit lentement, en me regardant droit dans les yeux. Chaque réunion, chaque enveloppe, chaque message. Tout a été enregistré. J'ai reculé, sentant comme si le monde autour de moi s'était retourné. Tiffany, la femme qui pleurait à côté d'un lit d'hôpital, poussait son fauteuil roulant, gagnait la sympathie de la famille, avait non seulement eu une liaison, mais avait orchestré un plan impitoyable pour prendre le pouvoir. Les sourcils de Matthew se sont froncés, ses yeux se sont assombris. Elle pense que je suis vraiment faible. Elle pense que je ne peux pas me défendre. Il a fait un pas de plus vers moi, sa voix claire et froide. Mais quand un homme est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est impuissant. Il m'a regardé comme pour graver cette vérité dans mon esprit. Cela signifie seulement qu'il enregistre tout. Cette phrase a résonné dans ma tête comme le bruit d'une porte qui se verrouille. Le jardin autour de nous est tombé dans un silence complet, seul le vent effleurant doucement les feuilles de romarin. Matthew se tenait là, non pas comme un patient en convalescence, mais comme un homme qui s'était préparé depuis longtemps à une bataille de droit, de volonté et de stratégie. J'ai regardé mon cousin, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu la force et la vivacité qu'il avait toujours cachées derrière un extérieur posé. Il n'avait pas peur de Tiffany. Il n'avait pas peur d'être trompé à nouveau. Il attendait seulement le bon moment pour tout exposer. Matthew m'a regardé, sa voix basse, mais suffisante pour me donner des frissons. « Harper, tu dois rentrer chez toi. » J'ai froncé les sourcils. Maintenant, a-t-il hoché la tête. Tu dois continuer à jouer le rôle de la femme qui ne sait rien. J'ai ouvert la bouche pour dire que je n'étais pas sûr d'en être capable, mais Matthew a parlé avant que je puisse sortir les mots. Si Grayson se rend compte que tu as découvert la vérité, il effacera tout. Sa voix était calme, mais j'ai entendu l'avertissement derrière. Pas un avertissement de danger, mais de vérité qui pourrait être perdue à jamais si je faisais un seul faux pas. J'ai senti une froideur se répandre dans mon dos. Grayson, l'homme qui me serrait chaque nuit, qui avait dit un jour qu'il aimait ma façon de préparer le crabe au beurre à l'ail, était maintenant quelqu'un qui pourrait effacer toute trace de sa liaison si le moindre signe l'alertait. Matthew a posé une main sur mon épaule, la serrant doucement. Non pas pour me réconforter, mais pour me rappeler que je faisais maintenant partie de quelque chose de bien plus grand que mon propre mariage. Tu dois jouer la comédie, a-t-il dit, comme je l'ai fait pendant les 8 derniers mois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. Ce soir-là, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. Pas de questions curieuses, aucun indice que je venais de voir mon mari faire sa demande à une autre femme. J'ai ouvert le réfrigérateur, lavé les légumes, allumé la cuisinière. Chaque petite action faite lentement, soigneusement, avec un regard délibérément normal. J'ai préparé le repas que je savais que Grayson aimait, quelque chose de simple. Pesto, pâtes, salade et un peu de pain grillé. J'ai senti l'ail monter de la poêle, mais au lieu de chaleur, cela m'a donné l'impression de rejouer un vieux rôle dans une cuisine familière. Quand Grayson est entré, il a enlevé son manteau, a souri.
Ce sourire trait de mon mari. Si familier que si je ne l'avais pas vu embrasser Tiffany hier, j'aurais pu croire qu'il était innocent. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri doucement. Tu es à la maison. Comment s'est passée ta journée au travail? La question la plus ordinaire que je pouvais poser. Et cette fois, je l'ai utilisée comme un masque. Grayson s'est assis, a partagé quelques anecdotes de travail inoffensives. Rien de réel, rien de significatif. J'ai hoché la tête, j'ai ajouté du sel dans la casserole, et je suis devenue l'épouse qu'il pensait encore avoir sous son contrôle. Quand nous nous sommes assis pour manger, j'ai dit une phrase que j'avais préparée à l'avance. Une phrase qui semblait décontractée, une phrase très simple. Le cousin Matthew organise une célébration pour ses 12 ans de mariage ce week-end. Ils nous ont invités. Pendant une seconde, un moment fugace, l'expression de Grayson a changé. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu clairement. La main qui tenait sa fourchette en acier inoxydable l'a soudainement laissée tomber sur la table. Un tintement métallique a retenti dans la cuisine silencieuse. Grayson s'est rapidement penché pour la ramasser en marmonnant « Je pensais juste au travail. Ce n'est rien. » Mais j'ai vu la lueur de panique dans ses yeux. Une brève lueur juste assez longue pour que je sache que Matthew avait raison. Grayson avait peur. Tout mon corps s'est détendu, non pas par faiblesse, mais parce que je venais de voir la chose la plus importante de la soirée. Il ne savait pas que je savais, et il n'avait aucune idée que je pouvais être aussi calme. J'ai terminé ce dîner comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. J'ai lavé la vaisselle, débarrassé la table, allumé le lave-vaisselle, tandis que Grayson prenait une douche comme il le faisait toujours. Tout s'est déroulé si paisiblement que si quelqu'un avait regardé de l'extérieur, il aurait pensé que nous étions un couple marié parfaitement calme et sans défaut. Mais à l'intérieur de moi, un plan grandissait, un plan dont je n'avais jamais imaginé faire partie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le même lit que l'homme qui m'avait trahi. Il a passé son bras autour de moi comme toujours, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune chaleur de cette étreinte. Je suis resté immobile, les yeux fermés, respirant régulièrement pour lui faire croire que je ne savais rien. Mais le lendemain matin, dès que la lumière du soleil a touché le bord du rideau, j'ai ouvert les yeux avec un objectif clair en tête. Aujourd'hui, j'allais voir un avocat. J'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat que Matthew avait engagé. C'était un petit bâtiment en briques rouges, pas accent grave-l'œil comme les grands cabinets de San José, mais discret, pratique et plein d'expérience. Exactement le genre d'endroit que quelqu'un comme Matthew choisirait pour une stratégie silencieuse mais décisive. L'avocat m'a accueilli dans une petite salle de réunion avec un éclairage doux, une longue table en bois et des étagères pleines de dossiers juridiques. Il avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel, des yeux vifs et une voix calme et mesurée. Le genre d'homme qui ne laisse jamais l'émotion interférer avec son travail. Il a commencé. Matthew m'a parlé de vous, et je comprends pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Ma main serrait mon sac à main comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de tomber dans le vide. Je lui ai tout raconté, de l'image dans le salon privé numéro 4 au plan de Tiffany d'annoncer de faux documents médicaux lors de la fête d'anniversaire. Je lui ai dit comment j'avais agi comme une épouse normale. Je lui ai même parlé du moment où Grayson a laissé tomber la fourchette la nuit dernière. L'avocat n'a pas été surpris. Il n'a pas paniqué. Il a simplement posé une série de questions courtes, chacune visant uniquement à confirmer les faits. Avez-vous une photo? Pouvez-vous donner une chronologie claire? En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre que Matthew? Et quand j'ai répondu « non », il a légèrement hoché la tête. Bien. Nous devons garder toutes les preuves intactes jusqu'au bon moment. Il a ouvert sa mallette et en a sorti une pile de papiers soigneusement agrafés. Je l'ai reconnu immédiatement. Les papiers du divorce. Il les a glissés vers moi. Je veux que vous signiez d'abord, mais nous ne les déposerons pas encore. J'ai regardé le papier, la ligne de signature près du bas. Une partie de moi tremblait. L'autre partie se sentait étrangement calme. Si nous les déposons maintenant, a poursuivi l'avocat, Grayson sera en alerte et il effacera toutes les traces de Tiffany. Je me suis souvenu des mots de Matthew. Si Grayson découvre la vérité, il effacera tout. Et maintenant, entendre le même avertissement de l'avocat le rendait plus terrifiant que jamais. J'ai pris le stylo. J'ai signé. Mon nom est apparu clairement sur la page comme une coupure, mais une coupure nécessaire pour me sauver. L'avocat a rassemblé les papiers, les replaçant soigneusement dans le dossier.
Il m'a regardé droit dans les yeux, sa voix ferme et lente. Tout doit se passer au bon moment. J'ai demandé quand. Il a répondu sans hésitation. Quand Matthew révélera la vérité à la fête d'anniversaire. C'est à ce moment-là que Grayson sera le plus faible. Quand sa complice tombera publiquement. J'ai inspiré profondément. À l'intérieur de moi, il y avait de la douleur, mais en même temps une étrange sorte de force montait. Non pas la force de la rage, mais de la clarté. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Et en sortant du cabinet d'avocat, j'ai eu l'impression d'entrer dans une partition musicale où le tempo avait commencé à s'accélérer. Tout doit se passer au bon moment. Cette phrase se répétait dans ma tête pendant que je rentrais chez moi et de nouveau alors que je me tenais devant le miroir en choisissant une robe, pas trop vive, pas trop voyante, juste assez pour avoir l'air d'une épouse assistant à une fête avec son mari, complètement inconsciente que son mariage avait pourri de l'intérieur. Et puis le week-end est arrivé. Ce soir-là, la célébration des 12 ans de mariage de Matthew et Tiffany, une soirée que Tiffany croyait être sa victoire. La fête avait lieu dans la salle de banquet d'un hôtel de luxe du centre-ville de San José. Au moment où Grayson et moi sommes entrés, j'ai senti l'atmosphère chaleureuse, les conversations animées. Des lumières dorées se répandaient dans la pièce. Presque tout le monde était présent. Les deux côtés de la famille, les principaux actionnaires, quelques partenaires commerciaux de longue date de l'entreprise de Matthew, des personnes ayant une influence significative si un changement de direction devait avoir lieu. Je suis entré avec Grayson, mais en gardant juste assez de distance, assez proche pour que tout le monde voie que nous étions mari et femme, mais pas si proche que je me sentais étouffé par sa tromperie. Son visage est resté calme, mais j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement en serrant la main d'invité familier. Il avait peur et je le savais. À l'avant de la salle de bal, Tiffany se tenait près d'une table recouverte d'une nappe blanche, décorée d'albums photos et de bouquets frais. Elle portait une longue robe couleur champagne, ses cheveux bouclés et son maquillage impeccable, le genre de perfection que l'on pouvait repérer de l'autre côté de la pièce. Une femme qui croyait que ce soir, elle deviendrait l'épouse qui prendrait la tête de l'entreprise. Dès que Tiffany nous a vus, elle a fait un signe de la main naturelle et a souri trop brillamment. Le genre de sourire répété, joué sous les projecteurs. Personne ne savait qu'elle s'était tenue avec mon mari dans le salon privé numéro 4 il n'y a pas si longtemps. Personne sauf moi et Matthew. Puis, alors que les invités s'installaient à leur siège, le micro a grésillé. Tiffany est montée sur scène. Sa voix était douce, tremblant juste assez, comme si elle retenait à peine des larmes d'émotion. Merci à tous d'être ici en ce jour spécial. 12 ans, elle a fait une pause, la main sur le cœur, c'est un long voyage d'amour, de patience et de sacrifice. J'ai voulu rire, mais je suis resté immobile. Je devais jouer la comédie, et je l'ai bien joué. Tiffany a continué, commençant à parler de leur amour durable. Comment Matthew avait toujours été son ancre. Sa voix se brisant, légèrement tremblante, chaque phrase comme une scène d'un scénario mémorisé. Puis elle a posé la main sur le micro, a baissé la voix comme si elle était sur le point de révéler quelque chose de déchirant. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais rendu public. La salle entière est devenue silencieuse. Tiffany a soupiré, les yeux rouges. Le look parfait des belles larmes. Pas de mascara qui coule, pas de désordre. Elle a dit. Matthew a été diagnostiqué avec un déclin cognitif sévère par son neurologue. Une vague de murmures a parcouru la table de la famille. J'ai vu certains parents porter la main à leur bouche, stupéfaits. Tiffany a essuyé une larme inexistante. Il ne peut plus gérer l'entreprise comme il le faisait autrefois. Il oublie des choses. Il n'est plus assez lucide pour prendre de grandes décisions. Sa voix s'est brisée. J'ai essayé de protéger sa dignité tout ce temps. Une tante s'est levée, la voix tremblante. Tiffany, tu es incroyable. Tu es une femme merveilleuse. Matthew a de la chance de t'avoir. Une autre voix de la table des actionnaires. Si Matthew ne peut vraiment plus diriger, peut-être que Tiffany devrait prendre la relève. Tout s'est déroulé exactement comme Tiffany l'avait prévu. Exactement comme le faux rapport avait été conçu pour affecter les gens. Exactement comme une partie d'échecs qu'elle croyait avoir déjà gagnée. J'ai regardé Grayson. Il y avait une lueur d'excitation sur son visage, très faible, mais je l'ai vu parce que si Tiffany réussissait, il obtiendrait une part dans l'entreprise de Matthew. J'ai regardé de nouveau la scène. Tiffany se tenait sous la lumière dorée, posée, confiante,
comme une femme sur le point d'accéder au pouvoir qu'elle avait acheté avec toutes les ruses imaginables. Et le plus ironique, c'est que toute la salle la croyait entièrement, complètement, comme si Tiffany était l'héroïne sortant d'une tragédie familiale pour protéger son mari et sauver l'entreprise de l'effondrement. Mais ce que Tiffany ne savait pas, c'est que l'acteur principal ce soir n'était pas elle. C'était l'homme qu'elle avait cru incapable de se tenir debout par lui-même. Tiffany a posé une main sur sa poitrine, inclinant la tête comme si elle ne pouvait supporter la douleur que la condition de son mari lui avait apportée. La salle murmurait encore. De nombreux invités tamponnaient leurs yeux avec des mouchoirs. Certains actionnaires chuchotaient sur la nécessité d'un remplaçant, et Tiffany semblait la plus appropriée. C'était le moment exact que Tiffany voulait, le moment où elle prendrait tout le pouvoir. Elle a approché le micro, la voix tremblante, parfaite pour le scénario. Mais je vais essayer de... Elle n'a pas pu finir. Un bruit est venu de derrière la scène. Une chaise qui glisse. Une profonde inspiration. Puis une voix grave et stable qui n'avait pas besoin de micro pour se faire entendre dans toute la salle. Ça suffit, Tiffany. Tiffany s'est figée. La salle s'est tournée et Matthew se tenait là. Sans soutien, sans jambes tremblantes, sans aide. Il s'est levé de son siège au premier rang, celui que Tiffany avait arrangé pour le faire passer pour un mari handicapé ayant besoin de soins. Le silence dans la salle était si profond que j'ai entendu quelqu'un laisser tomber une cuillère à soupe dans son assiette. Tiffany a reculé de 2 pas, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Finalement, elle a halté. Tu te tiens debout depuis quand? Matthew n'a pas répondu. Ne l'a pas regardé. N'avait pas besoin de sa réaction. Il a simplement sorti une petite télécommande noire de sa poche, quelque chose qu'il avait préparé pendant 8 longs mois, et a appuyé sur un bouton. Instantanément, les lumières se sont tamisées et le grand écran derrière la scène s'est allumé. Et à ce moment-là, tout ce que Tiffany avait construit pendant des mois s'est effondré. D'abord, une photo de Tiffany enlaçant Grayson devant un hôtel avec l'heure et la date clairement visibles. Puis des images de caméras de sécurité les montrant marchant bras dessus bras dessous dans le parking. Puis des images d'eux assis de près dans un café tranquille, se tenant la main. Puis un reçu de restaurant pour un salon privé facturé sur la carte de Tiffany. Les murmures ont augmenté, puis se sont transformés en halètements, puis en respiration de colère et de dégoût. Tiffany secouait la tête encore et encore, ses cheveux parfaitement coiffés commençant à se défaire. Non, non. C'est un malentendu. C'est. Mais elle n'a pas pu inventer davantage car un enregistrement vocal a été diffusé. Il n'est pas lucide. J'ai fini d'ajuster le rapport. Il vous suffit de l'annoncer au bon moment. La voix du médecin. Puis elle a baissé, tremblante, respirant lourdement comme dans une salle d'interrogatoire. J'ai pris l'argent. J'ai fait ce que Tiffany a demandé. J'assume l'entière responsabilité. La salle est devenue silencieuse. Une tente s'est levée et s'est dirigée vers la scène. Personne ne pouvait l'arrêter. Elle a attrapé un verre de vin et a jeté son contenu au visage de Tiffany. Menteuse. Traîtresse. Tiffany s'est débattue. Le vin rouge tachant sa robe champagne, coulant sur le maquillage coûteux qu'elle avait passé tout l'après-midi à appliquer. Le chaos a éclaté. Plusieurs membres de la famille se sont levés en criant. Un vieil actionnaire a commencé à pleurer, submergé par la trahison. Et puis 2 policiers en uniforme sont entrés par les portes arrière de la salle. Ils ont marché droit vers la scène sans hésitation. Tiffany Rogers, vous êtes requise pour un interrogatoire sur des accusations de corruption de médecins et de complot en vue d'une fraude. Tiffany est devenue flasque comme si ses jambes avaient perdu toute leur force. Elle a été menottée devant toute sa famille, ses partenaires commerciaux et ses amis, des gens dont elle avait passé des années à construire l'admiration. Elle s'est retournée, cherchant Grayson, son complice. Mais Grayson était parti. J'ai regardé autour de moi. Le siège où il était assis était vide. Pas de manteau, pas de verre de vin, pas d'excuses. Il s'était enfui à un moment donné, et j'étais assise à une table de là, sans jamais le remarquer. Tiffany a été escortée dehors au milieu des sanglots, des cris et des pas chaotiques, et Matthew se tenait là, droit, tenant toujours la petite télécommande comme un homme qui venait de livrer l'acte final d'une pièce de 8 mois. Je suis rentré chez moi immédiatement après, et quand j'ai ouvert la porte et que je suis entré, je n'ai pas dit un mot. Grayson était toujours assis sur le canapé, tremblant.
Ses mains étaient serrées comme s'il essayait de s'accrocher au dernier lambeau de contrôle. Son visage était pâle, ses yeux remplis de panique. Il s'était probablement éclipsé de la fête au moment où il avait vu Tiffany menottée. Je ne me suis pas approché de lui. J'ai simplement posé les papiers du divorce signés sur la table en verre devant lui. Le papier a atterri avec un petit claquement sec qui l'a fait sursauter. Il s'est levé d'un bond, la voix rauque. « Harper, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux expliquer. » Je l'ai regardé droit dans les yeux une dernière fois et j'ai dit lentement, « Ne prononce plus mon nom. » Pas de cris, pas de larmes, pas de tremblements. J'avais déjà traversé la douleur. Je me suis retourné, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti la grande valise que j'avais secrètement préparée des jours auparavant. Le bruit de ses roulettes sur le parquet a résonné comme le glas de notre mariage. Grayson s'est jeté pour attraper ma main, mais je me suis immédiatement dégagé. Pas besoin de force, seulement de la résolution. J'ai franchi le seuil, sans regarder en arrière, sans dire un mot de plus. La porte en bois s'est fermée fermement derrière moi, scellant la vie que j'avais eue autrefois. Une fois dehors, j'ai appelé Lisa, ma meilleure amie de l'internat. Tout ce que j'ai eu à dire, c'est « Lisa, j'arrive ». Et elle a répondu « La porte n'est pas verrouillée. Viens ». J'ai traversé la nuit de San José directement jusqu'à la maison de Lisa. Elle a ouvert la porte dès que j'ai monté les marches avec ma valise. Je n'ai rien dit. Elle n'a rien demandé. Elle m'a juste serré fort dans ses bras. Le câlin de quelqu'un qui m'avait vu essayer pendant bien trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de Lisa. Pour la première fois depuis des années, pas à côté de quelqu'un qui m'avait trahi. 3 jours plus tard, Matthew a appelé et m'a dit que Tiffany avait tout avoué, y compris le rôle de Grayson. J'ai écouté en silence, mon esprit s'enfonçant dans un lac calme et vitreux. 2 jours après, j'ai reçu un appel de Madame Henderson, ma voisine âgée, le genre qui écoute toujours la radio à 5 heures du matin et sait tout ce qui se passe dans le quartier. Sa voix tremblait, mais elle était claire. « Harper, tu n'es pas à la maison, n'est-ce pas? Ce matin, la police est venue frapper à ta porte. Ils avaient une sorte de papier. On aurait dit un mandat d'arrêt contre Grayson. 2 agents l'ont emmené juste après. Il avait l'air terrible. Je suis sorti sur le balcon de Lisa, le téléphone serré dans ma main. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Aucune larme n'a coulé. Je suis juste resté là à regarder le ciel gris de Seattle, la ville où j'allais déménager. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon corps entier devenir plus léger, comme si je venais de franchir un seuil bien plus large que je ne l'avais jamais imaginé. J'avais tant perdu. Mais en retour, je m'étais retrouvé. 3 mois après avoir quitté cette maison, je suis entré dans la salle d'audience du divorce avec un état d'esprit complètement différent de la plupart des femmes qui viennent ici. Pas désespéré, pas brisé, juste prête à clore un chapitre que j'avais dépassé depuis longtemps. L'audience a été plus courte que prévu. Grayson est apparu dans une combinaison de prisonnier orange, menotté à la taille. Je l'ai regardé une fois, non pas avec reproche, non pas avec amertume, mais pour me rappeler que l'homme en face de moi n'avait plus rien à voir avec ma vie. Le juge a lu le verdict clairement. Divorce accordé, bien à partager selon la loi. 50-50. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu. Juste une vérité finalement consignée dans les archives du tribunal. J'ai signé mon nom, sentant que je venais de mettre le point final à un chapitre que je ne relirai jamais. 2 semaines plus tard, j'ai fait mes bagages, j'ai serré Lisa dans mes bras en lui disant au revoir, je l'ai tenue forte avant de partir. J'ai conduit vers le nord jusqu'à Seattle par un matin froid, des nuages gris suspendus bas comme s'ils étaient prêts à pleuvoir. Mais cette fois, le ciel ne semblait plus lourd. Il semblait juste ouvert, comme s'il faisait de la place pour un nouveau départ. Dès mon premier jour à l'hôpital de Seattle, j'ai pris le poste de chef du service d'ophtalmologie. Je me tenais dans mon nouveau bureau, la main posée sur un bureau en bois poli, regardant la chaîne de montagnes au loin. Une paix rare s'est installée en moi. J'avais perdu un mariage, mais j'avais retrouvé ma vie. 6 mois plus tard, le dernier article de presse sur l'affaire a été publié. La dernière ponctuation à tout cela. Tiffany a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir soudoyé un médecin, falsifié des documents médicaux et tenté de détourner des biens. Elle a été condamnée à verser $268 000 de dédommagement à Matthew, couvrant tout l'argent dépensé pour les chambres d'hôtel, les rendez-vous, une montre Rolex et le pot de vin du médecin.
Le médecin corrompu a vu sa licence révoquée de façon permanente et a été condamné à 3 ans de prison. Grayson a reçu une peine de 3 ans après avoir avoué son rôle de complice. J'ai lu l'article sur mon téléphone en étant assise dans mon appartement de Seattle avec vue sur l'eau. La lumière du coucher de soleil se reflétait sur le thé chaud sur la table. J'ai posé le téléphone, je me suis adossé au canapé et j'ai pris une profonde inspiration. Plus de colère, plus de questions sur le pourquoi. Plus de poids sur mes épaules. Juste une vérité tranquille. J'avais survécu et je vivais mieux que jamais. Si vous écoutez encore, merci d'avoir passé du temps avec l'histoire d'une femme qui pensait autrefois qu'elle devait tout endurer pour garder un foyer. Mais la vérité est que personne ne mérite de rester dans un endroit où l'amour et le respect n'existent plus. Si cette histoire vous a touché ou si vous voulez entendre d'autres parcours comme celui-ci, vous pouvez aimer, vous abonner et activer les notifications. Qui sait, peut-être que la prochaine histoire sera exactement ce dont vous avez besoin pour faire votre prochain pas.